Il me semble que là, il y a trop de lumière, tu vois. Non, on voit les fringues en... Alors, pour commencer, je voulais dire que j'avais un certain respect pour Mona Chollet. Je voyais que c'était une figure du féminisme assez importante, quoi. Je voyais que, par exemple, c'était une des rares personnalités à avoir pris la parole après la riposte d'Israël, je crois, dès novembre, assez tôt, alors que tout le monde était dans la, je sais pas comment dire, la propagande un peu de la télé et tout ça, quoi. Enfin, en tout cas, dans la version israélienne. israélienne. Toi, je commence sur des bonnes roues, là, je sens que c'est... Bref, en tout cas, c'était une personne que je pensais être vraiment presque consensuelle, j'ai envie de dire, quoique non, là, justement, elle avait pris parti et c'était courageux, mais sur le féminisme, c'était le genre d'autrice que je voyais traîner beaucoup sur internet, que je voyais même chez, je sais pas, sur la table basse quand je vais chez mes beaux-parents. C'était vraiment... je sais pas si j'ai un exemple, mais c'est vrai que Mona Chollet, quand tu t'intéresses un petit peu au féminisme, c'est un nom que tu connais, quoi. Pour moi, le fait qu'elle se teignait pas les cheveux ou ce genre de truc, je sais pas pourquoi j'ai associé à un truc un peu féminisme naturaliste, mais pas non plus jusqu'au féminin sacré et ce genre de truc, mais plutôt à repartons à la découverte de notre corps et de notre plaisir et de ce genre de truc, quoi. Un peu dépolitisé, mais quand même intéressant. Et là, je fais un article pour Chini Chini sur le green, non pas le greenwashing, le purple washing dans les librairies, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un marketing autour du féminisme qui rendrait les différents courants homogènes et qui simplifierait, enfin qui offrait un argument marketing, quoi, pour simplifier du féminisme. Et donc, au début, je me suis dit que j'allais parler de Mona Chollet avec cette image d'a priori que j'avais sur elle, et un ami m'a dit qu'il fallait que j'aille plus loin quand même parce que c'était intéressant. Et donc je me suis dit que j'allais lire ses essais. J'ai commencé par Sorcière, et puis j'ai picoré un peu, et puis je me suis dit bon, je vais lire Beauté fatale. J'ai pas regardé la date de publication, mais vu ses références, je pense que ça doit être dans les années 2010. Et j'ai été très étonnée du contenu du livre, du contenu de l'essai. En fait, d'un côté, ça correspondait à l'image d'un essai pop ou d'un essai mainstream tel que je m'imaginais. Et c'est déjà le premier défaut que je trouve vraiment au livre, c'est dans les exemples qu'elle prend pour illustrer son propos, en plus de son propos qui n'est peut-être pas clairement défini et qui est peut-être un peu hors sujet par moment. Son livre donc s'appelle Beauté fatale. Et on imaginerait comme ça que ça parlerait des dictats et des critères de beauté qui, en général, Ouais. les critères de beauté qui sont sur le dos des femmes et le coût de la beauté finalement, et le coût à la fois en termes de pécunier et en termes de sacrifice, en termes de temps et en termes enfin, de plein de choses, quoi. En fait, je pensais que ça allait être vraiment sur ça. Et assez vite, j'ai vu que déjà la femme était un peu bâtarde, c'était un peu difficile de suivre exactement où elle veut nous amener, parce que elle passe un peu du coq à l'âne rapidement, et on a du mal en fait à comprendre quel est le rapport parfois avec le sujet de son livre, quoi. Il y a des moments où il y a carrément du hors-sujet. Par exemple, elle passe de la série Gossip Girl à la réalisatrice Sofia Coppola, pour nous faire tout un petit paragraphe un peu où elle crache un peu son somme, comme je dirais, euh, sur Sofia Coppola, quel est le rapport avec la beauté à ce moment-là, ou avec le marketing de la beauté, j'en ai aucune idée, quoi. Mais on a ce paragraphe où on apprend que Sofia Coppola serait à cause du népotisme, ce qui est vrai en plus. Mais c'est juste que ça n'a rien à faire là, en fait, il n'y a aucun rapport avec le sujet du livre. Que Sofia Coppola soit une réalisatrice peut-être surcotée ou poseuse ou ce genre de truc, moi je veux bien entendre ça, tu vois. Encore faut-il le prouver avec des études de plan, des études de films qui vont plus loin que les exemples qu'elle donne, qui vont... Enfin franchement c'est juste oh là là, il y a des macarons, oh là là, les couleurs sont pop et voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose avec l'essai, quoi. Finalement les exemples qu'elle prend sont des exemples pop. Et donc, ce que je disais là, ces deux exemples montrent en fait que le gros problème aussi, c'est les exemples qu'elle prend, ce sur quoi elle fait reposer sa pensée, ça va,
c'est des choses, ce que me disait mon ami et ce qui est vrai, ce sont principalement des représentations. Ce sont des personnages de série ou des personnages de fiction en tout cas, ou alors ce sont des célébrités. Ce sont toujours des exemples spectaculaires. Et c'est l'impression ça me donne une impression qu'elle n'a pas vraiment bossé son sujet, parce que dans les années 2010, je me rappelle que les sujets qu'elle aborde, comme les concours de minimis, l'hypersexualisation des enfants, l'anorexie dans le mannequinat et ce genre de trucs, c'était des marronniers un peu dans les reportages. Quand on regardait l'après-midi W9 ou ce genre de trucs, on tombait sur ça. Je me rappelle de reportages précis sur une femme qu'on accompagnait avec sa fille dans un institut de beauté et tout, qui a dit ah oui comme ça sera plus propre pour l'école et ce genre de trucs. Et la voix off finalement disait à peu près pareil que ce que dit Mona Chollet, c'est-à-dire regarder un peu cette anormalité ou cette bizarrerie. Les minimis, Oui, donc blablabla. les exemples qu'elle montre, c'est des trucs spectaculaires, quoi. C'est des trucs qui, je sais pas, mais c'est pour illustrer son propos par l'exemple le plus marquant, impressionnant, mais finalement ça montre pas. Pour moi, c'est un peu encore une fois hors sujet parce que ça montre pas comment le marketing, comment le patriarcat s'immisce de manière insidieuse dans les vies des femmes tous les jours. Ça montre que des trucs qui ne touchent déjà qu'une extrême minorité des gens, et en plus pour avoir un regard qui n'est pas forcément bienveillant. C'est ça qui me fait rire, c'est que justement sur les parties sur l'anorexie, tu vois, la manière dont elle parle des mannequins ou des trucs comme ça me fait penser. Moi je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'étais plus maigre, et malgré le fait que je mangeais avec un sacré appétit et tout, j'arrivais pas à prendre du poids. Et quand tu dis ça aux gens, bien sûr, ils se foutent de ta gueule et ils pensent que tu dis ça pour te vanter et tout. Et je me rappelle que j'avais des remarques vraiment désagréables qui, si j'avais été en surpoids, auraient posé problème, quoi. C'était des trucs genre vas-y, il faut que tu manges plus, enfin vraiment à insister pour que je mange, à insister sur genre dès que tu te mets en short ou un truc comme ça, t'as des remarques et ce genre de trucs, quoi. Et la manière dont elle traite les nanas qui sont donc des mannequins qui sont en sous-poids, quoi, si on devait parler de normes, ça m'a fait vraiment penser à ça. Le manque de bienveillance qu'il y a envers les femmes dans son essai est vraiment palpable. Par exemple, elle va utiliser le mot cagole pour définir Paris Hilton, elle va utiliser le mot poufias à un moment donné pour parler des nanas qui se baladent avec des sacs à main hors de prix. Un moment, elle va citer sa grande idole de mode qui est Yohji Yamamoto. Le mec, la citation qu'elle donne, c'est moi, si une femme en montre trop, elle m'intéresse pas. Et un peu plus loin, il compare ça à des prostituées. Enfin, c'est du slut-shaming pur, là, ce genre de moment. Et je comprends pas. En fait, même pour Paris Hilton, c'est pas une figure de l'émancipation féminine, c'est sûr. Mais si c'était Finkielkraut ou si c'était Beck BD qui disait ça, on verrait ça comme une remarque éminemment sexiste de dire que c'est une cagole, quoi. Ou de parler de poufias pour... Enfin, moi, je comprends pas. Et je pensais justement que c'était une figure vraiment consensuelle et plutôt dans cette bienveillance et tout, Mona Chollet, et j'étais étonnée de voir la violence de certaines remarques par rapport à d'autres femmes. Surtout que dans Sorcière, que j'ai picoré juste un peu avant, elle réhabilite presque la figure de Margaret Thatcher ou d'Hillary Clinton, ou en tout cas, elle déplore le fait qu'on leur ait accolé la chanson Ding Dong, la sorcière est morte, quoi. Et donc, qu'est-ce qui est l'unique différence entre ces femmes? C'est que d'un côté, c'est des femmes d'un certain âge qui ne correspondent pas aux critères de beauté, et que de l'autre côté, c'est l'inverse, quoi. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de ressentiment, non pas parfois contre le patriarcat ou contre ces normes de beauté, mais contre les femmes qui y souscrivent, s'y soumettent, quoi. Et ça, je trouve que c'est grave. Je trouve que le fait d'attaquer les égéries de parfum, d'attaquer Kate Moss, d'attaquer toutes ces... Tu veux qu'on change de place? Non, c'est vrai, mais en gros quand je tiens tu sais, je me concentre sur le cadre, j'ai peur. Là, c'est mieux, non? C'était bien. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien, mais on peut changer de cadre, c'est pas grave. Pour moi, il y a du slut-shaming dans ce livre, donc qui est Beauté fatale, mais il y a aussi une sorte de pique-misation, comme on appellerait ça aujourd'hui, dans le fait que c'est ne soyez pas comme ces femmes. C'est pas écoutez, je vais vous expliquer les mécanismes les mécanismes sociétaux ou économiques qui font que ces femmes se soumettent à ces critères et sont pas émancipées, mais ne faites pas comme elles, ce sont des cruchasses, ce sont des dindes. Moi j'ai l'impression vraiment, quand je lis ça, c'était vraiment l'impression que j'avais de...
on montre du doigt plutôt qu'on explique et on analyse, quoi. Enfin... Et surtout, ça fait, comme je disais, le truc extraordinaire, ça nous empêche finalement de faire nous-mêmes un examen de conscience sur nous, à quel point on n'est pas émancipé. D'ailleurs, quand elle parle d'émancipation, à un moment, il y a un exemple que je trouve parlant pour montrer que parfois il y a un manque de rigueur intellectuelle ou de rigueur scientifique, où elle cite une blogueuse mode qui s'appelle Garance Doré ou un truc comme ça, qui, qui dit à un moment, oui, à chaque fois que je porte une robe et que je suis photographiée dedans, je peux plus la reporter en public ou un truc comme ça, quoi. Et elle met ça en comparaison avec une nana, avec une fille qui défile avec le voile ou un truc comme ça, lors du printemps arabe ou peut-être lors des révolutions en Iran, quelque chose comme ça. Et donc ça met sur des niveaux, pour dire, devinez qui est la plus émancipée dans cette comparaison. Bien sûr que c'est piégeux de comparer deux figures comme ça qui n'ont rien à voir. Tu peux porter, enfin, parce qu'en fait, elle revient souvent sur la question du voile pour montrer que ce serait peut-être Une marque d'émancipation que de le porter. peut-être pas une marque d'émancipation que de le porter, mais en tout cas qu'on emmerde les jeunes filles ou on emmerde les femmes avec ça, point sur lequel je suis d'accord, mais en le mettant comme on les emmerde alors qu'à côté de ça, on fait ça et on force les autres... On force les autres femmes, ou les autres femmes, alors qu'à côté de ça, les autres femmes seraient des cruches qui s'habillent court et qui montrent leur corps et ce genre de trucs. Elle met en opposition ces deux victimes, pour moi, enfin non, c'est deux victimes du sexisme, la femme qu'on veut dévoiler et la femme qu'on veut qu'elle se rhabille. Alors qu'on voit bien aujourd'hui à l'école qu'on emmerde autant la fille voilée, bon, peut-être plus c'est vrai, mais on emmerde aussi les filles qui portent des crop tops ou des mini-shorts ou des trucs comme ça. On a un rapport au corps de la femme qui est extrêmement ambivalent, et montrer qu'une de ces figures serait plus souhaitable, pour moi c'est faire le jeu du patriarcat, quoi. Et je dis pas ça en rapport avec l'islam ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en gros, pour moi, à ce moment-là, il aurait fallu comparer une fille voilée qui ne serait pas émancipée sur le domaine du consumérisme et de, je sais pas, de la mode et de tout ça, avec une femme qui est pas voilée. Et là, c'est comparable, quoi. Et puis, en plus, rien ne dit que la fille qui défile et donc qui paraît émancipée sur la photo ne va pas aller chez Zara quelques temps après. On peut être émancipé sur plein de questions et après avoir des biais et des œillères sur d'autres, quoi. On n'est pas tout le temps en combat, on n'est pas tout le temps... En plus, je trouvais qu'il y avait un côté iconisation de la femme arabe qui défile, qui me fait penser un peu aux magazines féminins, parce que parfois, on voit qu'elles ont un rapport avec les femmes afghanes ou les femmes iraniennes et tout. Elles faisaient une fixette... elle et compagnie sur ça, en montrant à quel point c'est des combattantes et tout, et je sais pas si c'est pas un peu un topos de la femme arabe qui serait une combattante courageuse contre le patriarcat, etc. quoi. Je sais pas si c'est pas un peu un cliché, ou une représentation un peu... j'ai pas envie de dire raciste, parce que je crois que Mona Chollet, elle est en partie, elle a des origines aussi arabes, mais une représentation qui est un peu éculée, quoi. À côté de ça, d'autres exemples. Un moment, pour l'anorexie, elle va nous lire l'autobiographie de Portia de Rossi, qui est une star du petit écran, quoi. Et elle va baser tout son truc sur l'anorexie, sur cet exemple-là, en la citant abondamment. Sauf que, enfin, c'est pas une source qui est très scientifique, il aurait fallu peut-être faire ça, mais en même temps lire des études. Moi, l'impression que j'ai, c'est que souvent, on a l'impression que tout ce qu'elle mobilise, c'est des choses qu'elle aurait lues déjà dans son temps, enfin que c'est pas des connaissances qu'elle a dû, des recherches qu'elle a dû faire pendant l'écriture de son essai, quoi. Et que finalement elle s'est reposée sur des petits trucs qu'elle savait, parce que en tant que femme, pour moi née dans les années 90, les exemples qu'elle connaît, ça va jamais plus loin de choses que je connais aussi. J'ai l'impression que cet essai, j'aurais presque pu l'écrire, quoi. Genre quand elle parle de Gossip Girl, par exemple, les anecdotes qu'elle donne, je les connais. Sur Paris Hilton, j'aurais pu dire la même chose, sauf que j'aurais pas traité de cagole. Et en plus, sur Paris Hilton, je me serais demandé, mais qui est son père? Comment ça se fait que cette fille elle soit à cette place-là et qu'elle fasse partie de la jet set? Qu'est-ce qui lui a peut-être qui l'a empêché justement d'avoir une réflexion ou une émancipation? Toujours, en fait, on a l'impression que Mona Chollet, dans cet essai, va tirer sur le messager, va déplorer les conséquences et ne pas chercher, ne pas aller plus loin.
J'ai l'accent. Plus loin. Ne va pas aller plus loin, ne va pas aller vers les causes, quoi. Les causes, le patriarcat. Pourquoi on a fait de Paris Hilton une figure souhaitable ou enviable dans les années 2000 ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça signifie ? Quel était le contexte politique à ce moment-là ? Moi j'en sais rien, j'ai pas fait les recherches, mais c'était pas mon essai, quoi. Qu'est-ce qui a fait dans la société américaine pour que, à un moment donné, ces starlettes un peu qui ont peut-être pas je sais pas comment dire, des buts dans la vie qui sont très poussés, sont devenus les exemples à suivre pour les jeunes filles, quoi. Et ne pas les attaquer, quoi. Faire ça, expliquer, ne pas montrer du seum ou du ressentiment. Attends, 2 secondes. Je crois que je voulais parler d'autres trucs. Tu te rappelles, toi, d'autres trucs ? Non, là, tout ce que tu m'avais dit, tu me l'avais dit. Ouais, tu penses ? Pareil, à un moment, enfin, elle va poser, donc comme je disais, son truc que sur des séries ou des trucs comme ça. À un moment, elle parle de Mad Men pour dire que c'est une série d'une acuité rare et tout. Je trouve que c'est dommage qu'un essai qui soit quand même vu, parce que je pense qu'elle a dû faire pas mal de ventes, pourquoi elle n'ouvre pas ses exemples à des représentations artistiques un peu plus péchues, quoi. Enfin, je comprends que c'est pour parler plus de monde et que ça permet d'être une porte d'entrée vers le féminisme, mais ça aurait été bien qu'on dépasse quand même Gossip Girl, Le Diable s'habille en Prada, surtout qu'on a l'impression que d'un côté elle va déplorer le fait, et c'est ça le gros paradoxe du livre, elle va déplorer le fait que les femmes sont ramenées à ce côté frivole avec ce genre de séries qui sont faites pour elles et tout, mais en même temps elle va pas baser sa réflexion là-dessus, quoi. Elle va pas baser sa réflexion sur d'autres livres, sur d'autres œuvres, sur d'autres représentations de femmes, de personnages féminins, je suis sûre, tu vois, que rien que pour l'anorexie, il y a beaucoup d'autres œuvres qui doivent en parler, des œuvres sûrement plus intéressantes que l'autobiographie de Portia de Rossi. Donc, moi, je vais continuer, je vais lire, je pense, Sorcière et tout, mais je suis quand même déçue, et surtout je suis étonnée de l'aura dont elle a bénéficié. Je pense que ce livre, en fait, il me fait penser à... Quand j'étais jeune, j'avais des trucs qui s'appelaient l'Encyclo des filles. C'était une sorte d'abécédaire pour les jeunes filles de 11 à 15 ans. Et quand je l'ai relu récemment, j'ai été choquée de voir qu'il y avait des entrées comme Allumeuse ou Lolita qui mettaient le regard finalement de l'homme sur le corps des jeunes filles comme une responsabilité des jeunes filles qui voudraient attirer l'attention et tout ça, quoi. Et donc du coup, Mona Chollet, j'ai l'impression que c'est un peu le même délire, c'est-à-dire qu'elle va se pencher... Enfin, ça m'a fait aussi penser au genre à la série, comment ça s'appelle, de Blanche Gardin, qui est assez anti-progressiste, mais pour le coup qui peut parler d'un manque parfois de solidarité féminine, où elles se retrouvent toutes dans une espèce de akram, ou je sais pas comment on appelle, un truc de retraite, de yoga et de trucs comme ça, et elles sont toutes pour la solidarité féminine et pour la sororité, sauf qu'il y a aussi un top modèle avec elles, et elle s'en prend plein la gueule, quoi. Et que là on voit une sorte de ressentiment un peu féminin par rapport à la fille qui fait tout bien, qui coche toutes les cases, quoi. Et je trouve que Mona Chollet a l'air de pas réussir à dépasser ces cases, quoi. Enfin, Yoshi Yamamoto, je peux comprendre que ce soit une figure qui pour elle est enviable, mais tu vois, elle passe son temps à dire que Karl Lagerfeld a des biais racistes, sexistes, grossophobes et tout, ce qui est vrai, mais en même temps, ne pas voir le problème quand Yoshi Yamamoto fait du slut-shaming primaire, c'est même pas du subtil, mais vraiment du slut-shaming primaire, je trouve que c'est choquant. Et surtout que quand tu regardes les tenues qu'il propose, enfin si c'est pour qu'on soit habillés tous comme Amélie Nothomb, quoi, enfin merci mais non merci, quoi. Genre on peut vouloir montrer son corps, on peut, bien sûr que ça... Hein ? Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de batterie là. Là ça va aller ? Ouais, je sais pas, faut se dépêcher, je pense. Ok. On peut vouloir avoir une sensualité. Elle-même, elle dit que les anorexiques sont dans le déni du corps, quoi. J'ai l'impression que Mona Chollet, avec ce truc de floutons nos vêtements, portant des trucs amples et vaporeux et mystérieux et tout ça, elle est un peu dans le même... bizarrement, dans le même délire, un peu. Et bien sûr que vouloir montrer son corps, ou vouloir être séduisante ou attractive ou ce genre de truc, bien sûr que c'est pétri de patriarcat, que c'est pétri d'inconscient, de choses auxquelles on pense pas au moment où on veut s'habiller d'une certaine manière pour être dans la séduction et tout. Mais en même temps, je pense qu'on peut aussi se l'approprier pour être féministe aussi.
En fait, on n'a pas à avoir une seule vision ou une seule chose souhaitable pour les femmes. On n'a pas à ne pas vouloir... Enfin, surtout, je trouve que le truc sur la beauté qu'elle montre, c'est que finalement, ce serait donc que du marketing, ce qui est très vrai. Mais ça montre pas le fait que ça peut être aussi une pause. Enfin, elle le montre, et quand elle le fait, c'est plutôt intelligent de montrer que justement ça dépolitise certaines femmes, enfin que ça les met dans une petite bulle qui font qu'après elles seront moins politisées sur d'autres sujets. Mais je me rappelle que moi, quand j'étais enfant, quand j'allais au Maroc avec ma mère, on allait au hammam avec ma grand-mère, et il y avait 3 ou 4 générations de femmes qui venaient, et que c'était une pause justement dans la gynécée, dans le gynécée ou dans la domesticité, où les femmes discutaient, où les femmes étaient sensuelles sans qu'il y ait un regard masculin, où les petites filles comme moi voyaient des images, voyaient des femmes de tout âge, de tout corps qui étaient enviables et qui prenaient soin d'elles, qui prenaient soin de leur corps, sans qu'il y ait un poids justement capitaliste sur le sujet, parce que c'était avec du savon noir ou des trucs qui n'étaient pas détenus par L'Oréal ou par LVMH. Et je voyais la sensualité d'une femme qui rit, je voyais la sensualité d'une femme qui se lave, qui se soulève les cheveux et tout ça. Et soyons des corps, soyons fiers de notre corps, mais même aimons-le et même soyons séduisantes. Moi je pense que c'est ça le truc qui me dérange dans ce texte, c'est qu'on a l'impression que elle nous dit de nous le réapproprier, mais tout en critiquant justement un peu trop celle qui se le réapproprierait trop à ses yeux, quoi. J'aurais voulu aussi, pour que ce livre soit à peu près ce que j'avais imaginé, qu'elle fasse une sorte d'examen de conscience. Que Beauté fatale, c'est quoi pour moi le titre? C'est combien ça coûte à une femme d'être ce qu'elle est. Combien ça me coûte à moi, par exemple. Combien ça coûte à Mona Chollet. Enfin, je sais pas, moi là par exemple, tu vois, j'ai des parfums ou des trucs comme ça. Genre par exemple, le marketing a fait que j'ai acheté de l'auto-bronzant. Je suis à moitié arabe, il n'y a aucune logique à ce que j'achète de l'auto-bronzant, tu vois. Et pareil, tous mes produits de beauté, enfin, tu vois, combien ça coûte à une femme de montrer son visage? Moi, ça me coûte 400 € par an. C'est énorme, c'est le truc que j'avais fait, tu vois, pour voir combien ça me coûtait, pour voir si on pouvait faire des économies et tout. J'ai trouvé que c'était énorme. Et toi, combien ça te coûte d'être un homme? Combien ça te coûte? Ça te coûte 0 €. Si toi, tu te brosses les dents ou que tu te laves, il faut que je te félicite, quoi, c'est dégueulasse. Et moi, ça coûte 400 € et ça va faire que augmenter, quoi. Et toutes les femmes, on est dans cette malédiction. Et comment faire pour en sortir, quoi? Comment faire justement pour se réapproprier notre corps ou en prendre soin ou sortir de la bulle de la domesticité, comme je disais quand on va au hammam, et qu'on discute de quoi? Oui, c'est vrai que moi, la domesticité, bon bref, mais qu'on discute entre femmes de sujets et de trucs comme ça. Je me rappelle que quand j'étais dans le hammam et avec ma mère et ma grand-mère, elles se foutaient de la gueule des hommes ou ce genre de trucs, et il pouvait y avoir un lieu politique là-dedans. Faisons que ce soit un lieu politique, faisons que la beauté redevienne ça, quoi. Voilà. Bon, peut-être que je ferai une vidéo sur Sorcière, je sais pas. En tout cas, ben, j'en parlerai plus dans mon magazine, donc bientôt je ferai une vidéo pour vous en parler plus longuement. Je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.